Dans cet épisode, on poursuit notre quête pour mieux apprivoiser la neurodiversité avec une invitée des plus colorées. Il s'agit de Valérie Jessica Laporte, diagnostiquée autiste à l'âge de 38 ans, aussi connue sous le nom de Bleu et atypique sur les réseaux sociaux. À la fois conférencière, auteure, artiste, photographe et designer graphique, elle combine toutes ses passions pour changer les regards sur les différences et ouvrir le dialogue, une personne à la fois. Une discussion touchante et vibrante d'authenticité qui nous donne vraiment envie d'embrasser fièrement notre unicité. Bonne écoute! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais avoir l'air de quoi? Il y en a trop. Il y en a trop, j'y arriverai pas. C'est quoi? T'attends-tu que ta balloune pète pour arrêter de te mettre de la pression? Hey! T'es pas tanné de la culture du burn-out qui te fait croire que t'es jamais assez? De te comparer puis de te sentir complexé d'être qui tu es? C'est pas pour rien que t'atterris ici. Moi, c'est Annie et ma mission, c'est d'enrayer l'épuisement, rien de moins. Mes clientes me surnomment la botteuse de fesses bienveillante parce qu'après 20 ans en relation d'aide, j'ai décidé d'arrêter de me censurer. Balayer le sujet de la santé mentale sous le tapis, ça suffit. Je t'invite à briser les tabous avec moi et mes invités, un épisode à la fois. Sans flafla et avec nuance, on va aller au-delà des préjugés puis des approches vides de sens. Quand on veut, on peut. Pas si sûr de ça. Bienvenue à bord de Foutrement Vrai, le podcast qui t'invite à te foutre la paix. Salut! On se retrouve pour un nouvel épisode de Foutrement Vrai et te dire à quel point je suis enthousiaste, emballée de recevoir aujourd'hui Valérie Jessica. Valérie, j'espérais vraiment que tu acceptes ma proposition quand je t'ai envoyé le courriel. J'ai lancé une bouteille à la mer puis j'étais tellement contente de ta réponse spontanée et rapide. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la neurodiversité. Tu t'annonces sur tes réseaux sociaux comme une autiste pas reposante. Bien assumée, hein, on peut le voir par la couleur des cheveux. Puis d'ailleurs, c'est un point qu'on a en commun, hein, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai passé une année complète de ma vie à avoir le même bleu dans les cheveux que toi. Donc, ça me plaît particulièrement cette couleur. Ça me rappelle des beaux souvenirs. Écoute, j'imagine que t'es plein d'autres choses qu'une autiste pas reposante. Puis j'aimerais ça qu'on permette aux personnes qui écoutent en ce moment de te découvrir, de découvrir la belle personne que tu es. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de toi et de ton parcours? OK. Moi, j'ai été quelqu'un qui savait qu'elle avait quelque chose, qui est passé par toutes sortes de réflexions. Quand j'étais petite, les options, c'était est-ce que je suis un robot? Parce que là, je lisais du Isaac Asimov et je me suis reconnue dans le personnage du robot. Après ça, j'ai pensé peut-être une extraterrestre. Après, j'ai eu la théorie, l'univers n'existe pas, c'est juste dans ma tête et je fabrique un univers et nécessairement pour qu'il soit intéressant, je l'ai fait différent de ma tête à moi. En tout cas, je suis passée par toutes sortes de réflexions et c'est vraiment à l'âge adulte que j'ai appris que j'étais autiste. Sauf que si je voulais me définir ce qui vient en premier, je crois que ce qui influence tout le reste en dessous, c'est artiste en premier. J'en parle pas tant, mais pour vrai, tout est teinté de ça et ça part de ça. Et je trouve que c'est vraiment un domaine dans lequel je peux me réaliser en étant moi en même temps. Donc, ça touche ma personnalité, ça va toucher la façon de communiquer, ça va toucher comment je vais vivre mon autisme, ça va toucher à plein de choses. Donc, je pense que c'est quelque chose de positif. J'ai appris quand j'étais adulte que j'étais autiste, donc ça a été une grosse révélation qui a suivi qui a été suivi de beaucoup de craintes et ensuite d'un énorme soulagement et ensuite d'une progression fulgurante. J'ai été marquée par quelqu'un qui m'a dit que c'est comme les quelques mois après, c'est comme si j'étais née de l'œil extérieur de quelqu'un. Donc, j'ai envie de partager là-dessus puis je suis là aujourd'hui. Ah, c'est beau, c'est super touchant, je suis folle émue. T'es maman aussi, je crois, 3 enfants, c'est ça? Oui, j'ai 3 enfants. Et ils ont 18, 20 et 23 ans. Donc, maintenant, j'ai plein de temps pour faire mes projets. Oui, c'est ça, j'allais dire. Wow! Chanceuse! Non, c'est fantastique! Le diagnostic est arrivé au bon moment. Je trouve que quand j'ai voulu avoir plein de choses, j'avais le temps de m'occuper de moi. Puis... Génial. Oui, 38 ans, je pense que tu as eu le diagnostic, si je me fie à ce que j'ai lu. Oui, je crois que c'est ça. Puis là, je vais avoir 47 bientôt.
Donc, on est dans un cheminement qui date quand même maintenant et c'est ce qui te rend sans doute un peu plus à l'aise aussi d'en parler publiquement, de le partager. Et je trouve ça beau ce que tu fais sur tes réseaux sociaux justement parce que on parle pas juste d'autisme. Hein. Dans ton message, on parle de neurodiversité, on parle de différence, de créativité. Puis c'est ça que je trouve le fun, c'est que ça rejoint tout le monde, peu importe. En préambule de mes entrevues, je demande presque tout le temps, en fait, à mes invités de me parler d'une idée préconçue, d'un préjugé ou d'une phrase qu'ils sont tannés d'entendre au sujet de la santé mentale. Mais là, en te recevant, j'avais envie de faire ça un petit peu différemment. Puis j'avais le goût de te donner une masse imaginaire, Valérie, aujourd'hui, pour démolir des fausses croyances qui te tapent sur les nerfs par rapport à l'autisme. Tu sais, quand on pense à autisme, là, on pense beaucoup, bon, là, c'est peut-être d'une autre génération quand je parle de Rain Man, là, ça commence à dater comme film, mais allons-y avec une référence plus contemporaine, Sheldon Cooper, par exemple, dans Big Bang Theory, tu sais, les gens, tu sais, associent vraiment à des personnages et ça vient justement avec une perception très restreinte de ce que c'est l'autisme, alors que, on s'entend, c'est un spectre, c'est beaucoup de diversité. Qu'est-ce que t'aimerais démolir, là? Les pires fausses croyances sur l'autisme que t'es tanné, là, on démolit ça maintenant ensemble. OK, je sais que toi, tu parles beaucoup de santé mentale, puis il y a quelque chose qui rejoint, je pense, les deux. Lorsqu'on dit que c'est seulement qu'une question de volonté, ça peut pas être juste « je veux ». OK? Oui, la volonté, elle va compter, mais avant qu'elle puisse compter, t'as tout ce qui est du contexte dans lequel la personne a vit. L'environnement va compter pour beaucoup. Puis après ça, une compréhension de toi, de comment t'es faite, de ton fonctionnement, par rapport à cet environnement-là. Après ça, une fois ces étapes-là, les outils qui sont cohérents avec toi versus ce qui se passe versus l'environnement. Après ça, on amène la volonté. Là, elle peut être mise en place pour aller prendre des bonnes décisions qui sont en respect de comment est-ce qu'on est fait, puis en respect de nos proches. Puis c'est une question de plein de 10%. Il y a plein de petites choses que tu vas pouvoir faire qui vont faire la différence après. Donc oui, la volonté, j'en ai énormément à compte, mais elle peut pas fonctionner toute seule. Je peux pas vouloir comme une folle lever une automobile avec mes bras si j'ai pas mon levier, si j'ai pas l'affaire là qui pompe, là, qui monte là en triangle. Oui, puis l'entraînement nécessaire pour le faire aussi. La compréhension de comment l'outil fonctionne. Je peux pas juste mettre cette affaire-là en dessous puis dire ça va lever tout seul. Je veux dire, il y a 1000 choses. Faut que je comprenne qu'est-ce que je veux lever, de où est-ce que je veux lever, avec quoi je veux le lever, puis comment j'utilise mon corps pour le lever. Fait que c'est vraiment un ensemble. Après ça, là, tu m'as parlé de 1000 affaires, alors j'ai comme 1000 affaires à répondre. Je vais y aller avec Rain Man en premier. C'est sûr que les jeunes n'ont peut-être pas, par contre, la référence, mais c'est l'histoire d'un autiste qui était extrêmement intelligent, mais extrêmement non autonome en même temps et que son frère va exploiter pour gagner de l'argent dans les casinos. Bon, ça, c'est le résumé en bref pour qu'on comprenne. Ce qui est arrivé avec ce film-là, c'est que lorsqu'ils ont bâti le personnage de l'autiste super intelligent, ils se sont pas basés sur une personne autiste. Ils se sont basés sur quelqu'un qui avait le syndrome du savant. Donc, déjà, de base, oui, il y a des petites choses qui vont ressembler, mais c'est faussé d'avance. Donc, on éloigne ça. On va y aller avec Sheldon Cooper, Big Bang Theory, que je ne connaissais pas. Non, avant. Et quand j'ai eu mon diagnostic, il s'est passé quelque chose une soirée et là, il y a quelqu'un qui m'a dit « T'es pareil comme lui ». Et quand j'ai écouté l'épisode 1, c'était ridicule. C'était du copier-coller. En fait, c'est qu'on avait acheté 2 nouveaux divans. Et là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais testé le courant d'air était comment je me sentais par rapport au feu, c'était quoi le son par rapport à la cuisine, c'était quoi visuellement. J'avais le fait que si je prenais celui de gauche, mon bras, il accrochait un peu la table quand je voulais le lever. Celui de droite, il était mieux positionné par rapport à ça. Par contre, j'étais plus proche de la chambre. C'était quoi les mouvements que j'avais à faire par rapport à quand je partais de ce divan-là pour me déplacer ailleurs dans la maison. Et j'avais vraiment tout testé ça avant de décider c'était lequel des deux le mien. Une fois choisi, il était choisi. Et là, il y a quelqu'un qui se pointe chez nous et qui s'assoit dans le divan. Et là, mon amoureux, il dit « Prends pas ça, c'est son divan. » Puis là, il commence à raconter tout ce que j'ai fait. Et là, le gars, il dit, c'est un peu vulgaire, mais il dit
est-ce qu'elle a pissé dessus aussi pour faire son territoire? Puis là, non! Un peu, quand même. Là, c'est là qu'ils m'ont parlé du fameux divan dans Big Bang Theory. Mais outre ça, Sheldon, il a sa personnalité, j'ai ma personnalité. Quand je regarde les autres personnes autistes, on a des personnalités uniques. Donc, l'aspect de personnalité de Sheldon, c'est pas son autisme qui fait qu'il est aussi... je veux dire, je sais pas c'est quoi le point. Il est comme ça. Moi, je suis pas hautaine, puis je connais plein d'autistes qui le sont pas, mais j'en connais aussi qui le sont. Puis j'en connais d'autres qui ont l'air hautains, mais qui le sont pas. Et j'en connais qui ont pas l'air et qui le sont. En tout cas, bref, Mais c'est important que tu fasses cette distinction-là parce que peu importe le diagnostic, on a une personnalité propre, on a un tempérament, hein, on est né avec une certaine prédisposition, fait qu'on s'entend que ça va venir teinter la personne qu'on va devenir, qu'on soit autiste ou non, là. Je connais plein d'autistes qui s'habillent seulement qu'en noir et en gris. J'en connais qui s'habillent seulement qu'en vert. Je veux dire, c'est juste un exemple, là. J'en ai plein que j'ai vu que il faut absolument que ce soit extrêmement sobre. Et j'en ai d'autres que c'est des arcs-en-ciel licornes. C'est la personnalité, c'est autre chose, là. On est ailleurs. Absolument. Puis je trouve ça beau parce que ce que tu décides de démolir, ben ça touche justement tout le monde et non pas juste l'autisme. Tu as parlé du fameux mythe quand on veut, on peut. Ben c'est tellement important de venir le démolir, ce mythe-là, parce que ça ne peut pas être, comme tu dis, que la volonté. Il y a tellement d'autres facteurs qui viennent empêcher des fois certains passages à l'action qui rend ça plus difficile, puis c'est important de les considérer. On peut pas juste se taper sur la tête, on peut pas être 100% responsable tout le temps de tout. Ça fait pas de sens, c'est trop lourd à porter. Donc, je suis contente de t'entendre nommer ça parce que ça va résonner avec tout le monde qui écoute présentement, j'en suis absolument certaine. Maintenant, là, qu'on sait un peu plus qu'est-ce qu'il faut arrêter d'assumer, notamment qu'il faut arrêter de penser que l'autisme s'arrête à un personnage de série télé. Qu'est-ce qu'on devrait absolument savoir là avec les tas des connaissances qu'on a aujourd'hui sur l'autisme? Oh, on a beaucoup misé sur les défis, mais je pense qu'on parle pas assez des forces. En même temps, des fois, c'est exagéré, puis il y en a qui font comme « Ah, c'est un super pouvoir et tu vas être capable de tout. » Non, non, attends pas. Par contre, si on se rappelle vraiment c'est quoi ces forces-là, on va pouvoir s'en servir pour aller un petit peu balancer tout ça. On va être souvent capable d'une grande rigueur. Pour plusieurs, il va avoir une vision des détails qui va être accrue, qui va nous intéresser, qui va prendre beaucoup de place, qui peut être utilisée à notre avantage. Une capacité d'hyper-focus, puis de persistance sur une tâche, puis un désir d'accomplir certaines tâches qui, une fois commencé, cette espèce de rigidité-là cognitive qu'on peut avoir, à avoir besoin de compléter, mais ça peut être tellement une force, parce que je veux dire, faut qu'on le finisse, c'est commencé. Il y a cette espèce de mot-là qui revient parfois. C'est pas tout le monde qui l'utilise de la même façon, puis je déteste pas le mot candeur, même si parfois ça peut être utilisé de façon péjorative, parce que quand je dis une belle grosse gaffe sociale et que la personne part à rire puis elle fait comme « Ah, ta candeur! » qu'elle est capable de comprendre que j'ai juste pas compris qu'est-ce que je disais ou que je me suis juste trompée de contexte ou j'ai juste pas su que c'était pas ça que ça voulait dire ou peu importe. Ben là, ils vont ramener ça et ça va dédramatiser. Mais cet aspect-là va faire qu'on va avoir accès à une sincérité chez l'autre, on va avoir accès à du vrai, on va avoir moins souvent l'espèce de plure, de masse de un par-dessus l'autre, de « où la personne en dessous de tout ça? » Tu vas l'avoir directement, puis cette vérité-là que tu es capable d'avoir, il y a beaucoup de personnes qui apprécient ça énormément. Donc, si tu es quelqu'un qui a justement de la misère avec tout l'enrobage, ben d'aller vers des personnes qui vont être plus près de ce qu'elles sont avec moins de filtres, des fois, ça peut être vraiment le fun. C'est beau. Mais est-ce que ça, c'était quelque chose de conscientisé pour toi avant ton diagnostic? Est-ce qu'on disait déjà ça, que tu étais facile d'approche, qu'on pouvait être nous-mêmes avec toi? C'était vraiment tout un, tout l'autre, OK? Il y a certaines personnes qui disaient « t'es un livre ouvert », mais ça n'a pas de bon sens. Mais là, c'était des contextes dans lesquels j'ouvrais la porte et là, mais quand j'ouvre, t'as accès à tout. Et il n'y a plus de filtre. Ou alors, je protège et je ferme.
j'ai difficilement les nuances, à moins d'être vraiment préparée et de me faire comme des listes de choses auxquelles faire attention. Ces listes-là, je les avais déjà, mais je l'échappais quand même souvent. La plupart du temps, c'était 100% fermé. Donc, si je tombais en enthousiasme, là, j'étais plus capable de fermer. Donc, dès que je vivais quelque chose de joyeux ou que j'étais moi-même, souvent dans des situations de créativité, par exemple, là, ça pouvait ouvrir et là, je me mettais dans le trouble. Donc, j'étais toujours en train de me dire, tais-toi, regarde même pas pour les te gens. protéger, là, Regarde par terre, longe les murs, mêle-toi pas. Ils vont le voir, ils vont s'en apercevoir. Quand j'ouvre, j'ai plus de protection non plus, là. T'as tellement accès à moi que tu peux entrer là puis tout détruire. Donc, j'étais très méfiante et très apeurée et très pas vraiment vivante en dehors de chez moi. C'était particulier. Je sortais très peu. C'était comme ça depuis l'enfance ou ça s'est développé avec des expériences peut-être moins positives? Ça a été assez drastique, là, vers l'âge de 5 ans, 4-5 ans que ça s'est mis en place, là. C'est ça. L'adulte a décidé que j'avais pas à exister. Et d'ailleurs, il y avait une règle que j'avais pas le droit de parler en présence d'adultes. C'était assez lourd, puis j'étais détestée des professeurs, mais profondément. Puis avec le recul, j'avais fait une statistique sur combien de fois, j'ai plus la statistique avec moi, là, mais à toutes les récréations, il y avait 4 enfants qui chantaient une chanson en avant. Donc, il en passait 8 par jour. J'ai eu droit à 20 secondes dans l'année. Je veux dire, j'ai fait 20 secondes en avant, puis ta voix est trop aiguë, c'est trop fort, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, mais c'était comme ça sur tout. Donc, tu sais, la peinture, disons, c'était à tous les jours qu'il y en avait, mais moi, j'ai eu droit à 10 minutes dans l'année au complet parce que j'étais trop. Mais tout m'était enlevé tout de suite. Il y avait pas d'ajustement, il y avait rien. J'étais juste, je me faisais tout retirer immédiatement. C'était tellement difficile, là. Alors, je comprends. Puis c'est sûr que c'est venu teinter après. Oui, exact. C'est venu teinter ton refermement parce que on s'entend que les fois que tu as osé laisser sortir, ben il y a des gens qui t'ont fait taire. Donc, je peux comprendre qu'éventuellement, on finit par craindre parce qu'on veut se protéger, mais on veut continuer d'être accepté le plus possible par le groupe. Hein, à quel point c'est fondamental. Même plus, là. Non, c'était juste, je vais me cacher, je vais pas dire ce que j'aime parce qu'on va me l'enlever encore. Wow. Je lisais. J'ai beaucoup lu. Ben, ça m'amène à la prochaine question, justement, parce que les gens qui écoutent Foutrement vrai, on le sait, ici, on parle beaucoup de santé mentale. D'ailleurs, c'est une des premières choses que tu m'as précisé quand je t'ai invitée, c'est de dire, tu sais, l'autisme, c'est pas un trouble de santé mentale, et c'est vrai, effectivement, mais il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Et ce que tu viens de nous décrire donne un exemple assez flagrant. C'est quoi les risques supplémentaires? Qu'est-ce que tu as observé, toi, autour de toi? À vouloir rendre la personne fonctionnelle, on détruit fondamentalement qui elle est dans l'enfance. On lui enlève tout ce qu'elle a de particulier. On détruit sa personnalité, on détruit ses outils. On la brime tellement. On veut qu'elle soit insipide, une espèce de reflet des attentes de l'autre. Puis la personne, elle existe même plus là-dedans. Ça, c'est la première affaire qui m'est arrivée et j'ai trouvé ça épouvantable à vivre. Après ça, l'aspect du masquage qui se met en place pour devenir un peu fonctionnel, un peu plus vieux. On va être constamment en pièce de théâtre. On dit qu'il faut apprendre à se connaître, qu'il faut être nous-mêmes, qu'il faut miser sur qui on est, tout ça, mais on peut même pas explorer cette identité-là parce qu'on est constamment en train de faire semblant. Je veux dire, c'est correct d'être capable de le faire et j'ai besoin de cet outil-là pour traverser des petites choses courtes, ponctuelles, pour me sortir de certaines situations puis pour pas avoir de problème. Mais je peux pas tout le temps vivre comme ça, là. Je suis pas en train de... Tu sais, imagine, là, t'apprends à lire, là, mais t'as le droit juste à 10 minutes par année pour apprendre à lire à toute vitesse. T'as pas le temps, là. T'auras beau grandir. Oui, mais t'es supposé de savoir lire à 7 ans, à 6 ans. Oui, mais j'ai eu 10 minutes par année, là, que j'avais le droit. Comment t'as voulu que j'apprenne? Mais c'est la même affaire pour qui on est, là. Après ça, il y a tout l'aspect de l'intimidation qui va prendre vraiment comme beaucoup de place. Donc, on a la peur de l'autre, la peur des interactions. Je veux dire, si l'autre, on subit des violences, je veux dire, on a peur, ça fait mal. Si moi, je suis sensible comme personne, là. J'en connais des autistes qui sont hyposensibles et qui ont pas mal, mais moi, si tu me fais mal, j'ai mal, là. Puis, tout ce rejet-là,
Ça fait que au niveau du tissu social, il y en a pas. On se ramasse tout seul. On n'a pas de filet, on n'a rien. On est vraiment comme on peut pas prendre d'exemple sur les autres, on peut pas. Puis de tout ça, souvent on se ramasse en précarité au niveau autant de l'emploi, au niveau en colocation, ça peut être plus compliqué. On a besoin de passer par certaines étapes, puis on peut pas les explorer parce que il nous manque des morceaux. Alors, en les explorant pas, on peut pas progresser. Il y a beaucoup d'affaires. Oui. Ben, c'est extrêmement énergivore. Juste ce que tu me dis là, je suis épuisée. Tu sais, dans le sens que à être confrontée à ça continuellement, c'est très épuisant. Donc, j'imagine assez facilement que beaucoup de personnes autistes frôlent le burn-out ou sont en burn-out parce que ça doit être extrêmement demandant de penser à tout ça, de devoir gérer tous ces aspects-là qui, pour certaines personnes, la normalité, hein, la majorité, ben on y pense même pas, on réfléchit même pas à ça, alors que vous devez continuellement vous demander, là, je fais-tu la bonne chose? Ça va être correct? Je suis en danger? Tout ça, là, cette espèce de roue qui tourne dans votre tête, ben à la fin de la journée, j'imagine, c'est lourd, là, c'est beaucoup de poids. Ben, j'ai juste touché à l'aspect social. Oui. Mais si on ajoute le sensoriel dans un environnement qui est C'est pas ça. adapté, puis Yes, que là, Seigneur. on est attaqué par des stimuli puis on comprend juste pas. Je veux dire, maintenant, ça, moi, cet aspect-là, c'est vraiment bien géré et c'est comme... Les déclencheurs, c'est ça, c'est et ce que je vois, tu me dis là, c'est bien géré parce que tu t'as pris peut-être le temps de les observer, de les noter, de les conscientiser, tes déclencheurs, pour peut-être mettre des choses en place. Au niveau sensoriel, c'est les sens. Donc, les hypersensibilités puis tout ça. Imagine que t'as une mouche autour de ta tête 24 heures sur 24, puis elle s'en va rentrer dans les oreilles, puis elle gratte, puis elle te lâche pas, ça rend fou, là. Ben, les Je vêtements comprends. peuvent faire ça. Donc, avec l'âge et l'expérience, puis le fait qu'on est en 2024, les technologies font qu'il y a de plus en plus de vêtements qui peuvent être confortables. Une fois qu'on comprend ça, c'est juste ça, là, je suis juste dans le petit aspect, juste la peau, là. Mais c'est un miracle. Est-ce que tu imagines la différence dans la vie quand tu commences à comprendre qu'est-ce qui t'attaque puis comment le gérer? Après ça, au niveau auditif, les bouchons de musiciens, les coquilles, c'est tous des outils. Mais si tu le sais pas, t'es juste comme, je vais m'arracher les oreilles, là. Mais c'est plein de petites choses au niveau sensoriel qui prennent de l'énergie. Puis là, quand tu apprends à te connaître et que tu sais que tu as le droit à des outils puis que tu as le droit de faire attention à toi. J'ai découvert récemment qu'il y a des faux jeans. Ils brossent tout l'intérieur pour que la fibre elle disparaisse. C'est comme un legging, là? Non, ça Non? a l'air des jeans. OK. On dirait des jeans. J'y croyais pas, OK? Ça faisait des années que mon conjoint me disait, Val, je te le dis, j'ai fait des recherches. Puis je voulais même pas les essayer tellement ça me brûlait. Puis finalement, j'ai accepté puis j'ai fait mort. Ben tu sais, ça existe parce qu'on a commencé à considérer le fait que ça pouvait être inconfortable pour certaines personnes. Ben Puis oui. s'ouvrir à ça, déjà, c'est un avancé. Mais ce qui arrive, c'est que ce que j'entends souvent, c'est la perception des gens qu'il y a de l'exagération. Tu sais, on le voit là, il y a que arrête d'exagérer. Tu sais, un enfant par exemple, là, la ligne de couture dans le bas là. Tu sais, combien d'enfants puis on s'entend, je parle pas juste d'enfants autistes, là. Tu sais, combien d'enfants vont réagir à ça, puis vont être inconfortables, puis ça va vraiment prendre de l'espace et de leur dire, ben voyons en dur, tu sais, il y a rien là, t'exagères, tu sais, puis d'essayer de les faire fonctionner alors que là, toute leur attention est mise sur cette Moses de couture-là qui les agresse. Puis au lieu d'adresser ça puis de dire, ben on va peut-être chercher, y en a-tu des bas qui ont pas de couture? Y a-tu? Ben on va dire, adapte-toi, c'est comme ça. Des bas, c'est comme ça. Et il faut des gens qui commencent à s'ouvrir à l'idée que pourquoi il faudrait qu'ils s'adaptent à ça? Qui a décidé qu'il fallait absolument que les bas soient faits comme ça? Qui a décidé que c'est ça, là? Il y a d'autres façons, les bas, moi, là, les bas, c'est hot, les bas, là. Quand tu trouves tes bas qui te font pour toi, que les coutures sont à la bonne place, qui sont pas tannants. Puis la chaussure versus le bas, ça va influencer aussi. C'est pas n'importe quelle chaussure dans n'importe quel bas. Moi, mes bouts, faut pas que ce soit serré, justement. Mais moi, j'ai la preuve physique que ça m'attaque parce que si je suis attaquée quelque part sur mon corps, peu importe de quelle façon, ça fait plein de petits boutons dans la zone. Fait que, je veux dire, mon corps, il est tellement en panique, il devient tellement comme, il s'endure plus, qu'il m'envoie des boutons juste pour faire comme, je suis plus capable, là, gère-toi, enlève-moi ça de là, là.
C'est Intelligence du corps, hein? Oui. C'est impressionnant, oui. Mais tu sais, c'est ça. Là, je pense qu'il y a un message à passer, c'est que c'est pas une question d'exagération aussi, là. Chaque personne est différente, puis je pense que c'est important d'être à l'écoute des signaux de notre corps. Puis si on est tellement pas bien dans un contexte, dans notre corps, ben on peut pas s'attendre de nous à ce qu'on fonctionne adéquatement. C'est impossible pour n'importe qui. Mais c'est magique après, là, quand tu commences à savourer ça puis à être bien dans du linge. Là. La première fois que je m'étais trouvée enfin des pantalons doux parce que j'avais brisé ma seule paire de pantalons doux puis que c'était un hiver puis que j'étais en panique. Là, j'avais pas encore découvert les faux jeans, là. Écoute, il avait fallu que je fasse 2 heures de route pour trouver ce que j'avais besoin. Et quand je l'ai eu trouvé, j'ai vidé le Québec au complet. J'en ai acheté 14. Je les ai commandés dans toutes les succursales. J'ai fait, je veux plus jamais vivre ça. Ça va être bonne pour toute la vie. Non, mais finalement, j'ai changé de poids. En tout cas. Mais, tu sais, je me promenais en tenant mon linge, là. Tu sais, comme, ça n'a pas de bon sens, là. Tu peux pas, tu sais, j'avais tout le temps la main dans... Oh. Comment tu veux que je sois patiente? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça fluctue? Ces micro-agressions-là, quelque chose qui te dérangeait pendant un temps, est-ce qu'à un moment donné, ça te dérange moins? Ça bouge ou c'est assez stable dans le temps? Je dirais que moins je m'en occupe, pire c'est, parce que si je le gère pas du tout, après ça, il devient complètement incontrôlable. Puis c'est comme une irritation. C'est comme si j'avais un petit bobo, mais j'arrêtais pas de le gratter. Puis à un moment donné, ça devient énorme, puis je suis plus capable. Je suis plus capable du tout. Donc, quand je fais très attention à quelque chose, à un moment donné, si j'ai à le vivre un peu, c'est vraiment moins pire. Comme là, j'ai quelques vêtements un petit peu plus chics qui sont comme un peu moins confortables, mais vu que je suis confortable toute la semaine, je suis capable maintenant de les endurer parce que je suis pas déjà irritée. Je pars de zéro, là. Je pars vraiment de zéro. J'ai été bien toute la semaine. Puis là, tu me demandes pour une soirée d'aller mettre quelque chose qui est un petit peu tannant, ça va aller. OK, donc, on peut faire un certain effort, endurer, mais ça peut pas être la normalité. Ça peut pas être notre quotidien. On est toujours en train d'endurer, de tolérer des choses qui nous agressent parce qu'à un moment donné, il y a plus d'espace pour être capable de le faire non plus. Puis c'est du cas par cas. Il y en a qui seront pas capables du tout puis que ça va être instantané, mais j'en ai des choses qui sont instantanées, là. J'en ai, là, que c'est tout de suite, là. Tu sais, ça part bang, là. Mais j'en ai d'autres qu'en faisant attention, justement, c'est moins pire. Comme, mettons un brouhaha, là. Quand je viens d'arriver quelque part puis qu'il y a plein de gens qui parlent, c'est pas les 10 premières secondes, là. Tu sais, c'est pas comme ça. Si je dois faire un effort intellectuel, ben ça empire. Si je veux discuter, ça empire. Mais si, mettons, je suis moi avec moi-même, puis que je dois me déplacer tout simplement là-dedans, ça va aller un petit peu au début parce que, justement, je fais attention toute la semaine. Super intéressant. On va rentrer dans une question qui, je pense, t'intéresse particulièrement. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Là, en tout cas, c'est peut-être aussi l'algorithme qui fait que je vois de plus en plus de contenu comme ça. Je tiens à faire la précision. Mais ça reste que je vois de plus en plus d'adultes qui entament des démarches d'évaluation en quête de réponse à différents niveaux. Bon, le TDAH, on en a parlé dans notre table ronde ce mois-ci, mais de façon plus élargie au niveau de la neurodiversité. Pourquoi, selon toi, justement, il y a peut-être potentiellement cet intérêt qui se développe puis des gens qui veulent des réponses? Tu imagines, là, t'achètes, là, les derniers électroménagers vraiment extraordinaires, puis il y a plein d'options, mais tu le payes, le prix, là. Mais t'as pas ton livre d'instruction. Là, t'as le livre d'instruction d'un autre. Maintenant, puis là, tu te mets à apprendre qu'il existe un livre d'instruction, puis il y a plein d'options, mais tu peux pas les utiliser. Tu veux des instructions, mais si personne t'avait jamais dit qu'il y avait toutes ces options-là, si t'en avais jamais entendu parler, t'aurais juste pesé sur ton gros bouton, ça aurait parti. Mais là, tu le sais. J'adore l'image. Je viens de l'improviser là. Ah, mais c'est tellement flagrant. Je suis comme, c'est vrai que ça coûte cher, mais Colin, je peux-tu au moins comprendre comment ça marche, s'il vous plaît? Oui. Oh my God, c'est trop bon. J'adore ça. Merci pour cette image-là. Donc oui, on veut des réponses pour potentiellement avoir l'information qui va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement. Tu nous parlais de comment est-ce qu'on peut adapter des outils. Ben, faut se connaître, faut comprendre d'où on part pour trouver les bons outils pour nous aussi. Puis ça peut être long, y aller à tâtons, puis essai-erreur, tu sais, si on n'a pas les informations qui nous orientent un petit peu sur un type d'outil. Qu'est-ce que ça apporte d'autre concrètement pour un adulte là qui déciderait aujourd'hui d'aller chercher, on sait pas si le diagnostic va arriver au bout, mais au moins d'aller chercher ces réponses-là puis de faire l'évaluation pour voir si oui ou non il y a de l'autisme. Quand on fait des vrais grands tests,
Ils testent vraiment pas juste l'autisme. Au début, ils vont partir avec plein d'affaires de base. Ils vont en éliminer quelques-unes qui sont évidentes, qui sont trop éloignées de notre fonctionnement pour aller les tester. Donc ça va être écarté du test. Puis, à la fin, dans la plupart des cas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tester plusieurs choses qui vont être apparentées de près ou de loin ou qui peuvent se ressembler. Comme adultes, on a développé des techniques pour fonctionner, qui vont être souvent des techniques qui vont nous nuire, mais qui vont masquer assez pour que on soit pas trop sûr de ce qu'elle a la personne. Donc, ça va être vraiment important d'aller faire tous ces tests-là. L'autisme arrive rarement tout seul. Donc, une fois que la personne a son diagnostic d'autisme, si elle l'obtient, elle va avoir d'autres diagnostics autour qui vont expliquer les autres petites choses qu'elle sait pas et potentiellement lui donner des outils pour aller avec. Ça va établir un portrait beaucoup plus clair de comment ce qu'elle est la personne. Après ça, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, j'ai eu des indices sur certains aspects de mon fonctionnement dont je me serais jamais doutée. Elle m'a prouvé avec des chiffres que sous certains types de stress, pas n'importe quel stress, je perdais immédiatement 10% de mon quotient intellectuel. J'ai fait, garde donc ça. Des fois, j'avais l'impression de devenir comme vide. J'ai juste plus accès à rien. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que tu contrôles, là. C'est tes fonctions cognitives, là. Fait que déjà, de savoir, ça enlève le poids du jugement, des fois, qu'on se porte envers nous-mêmes, de dire, ben voyons, c'est quoi mon problème? Je suis pas bonne, je suis moins bonne que les autres, je suis pas capable. Mais là, Colin, là, on n'est vraiment pas dans la volonté ici, là. C'est vraiment ton fonctionnement, là. C'est juste de comprendre ça, c'est OK, on est ailleurs. Ben, des fois, ça m'arrive de juste perdre complètement l'accès à certaines fonctions, comme j'aime vraiment parler, OK? J'aime ça parler. Je parle beaucoup. J'adore parler. J'aime les mots. J'aime s'expliquer. Mais, dans certains contextes, je deviens incapable de prononcer un seul mot. Je sais que les mots sont là, mais c'est comme toutes des portes fermées. Puis, de vivre ça, j'ai tellement l'impression d'être emprisonnée dans moi-même. Une fois, durant une intervention médicale, ils m'ont donné du fentanyl. C'est dégueulasse, cette affaire-là. Arc! Puis j'ai eu un effet indésirable que la plupart des gens ont pas. C'est particulier, donc c'est noté dans mon dossier, ne me donnez plus cette chose. C'était que j'avais l'impression d'être complètement consciente. Tout est là, mais avec plus aucune volonté et aucune capacité d'agir. Donc, j'étais emprisonnée dans mon corps. Ça doit être très épeurant de ressentir ça. C'est épouvantable. C'est comme être en prison, être complètement vulnérable, mais en même temps, il y a une énorme frustration, mais qu'on n'est pas capable de ressentir en émotion, mais qu'on sait techniquement qu'elle est là. Et je trouve que quand je perds l'accès à la parole, ça ressemble énormément à cette expérience-là. Donc, vivre ça, pas comprendre pourquoi, tu sais, on a besoin de logique, puis on a besoin de comprendre. Donc, on s'invente des réponses. Et moi, j'avais besoin de savoir pourquoi j'étais si différente et je m'étais trouvé des raisons à tout. Mais nécessairement, comme c'était des défis, ben c'était pas des raisons qui étaient positives. Donc, je réagis comme ça à cause de tel traumatisme, mettons. Etc. J'avais tout expliqué ma vie comme ça. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Moi, je suis quelqu'un qui regarde par en avant. Je suis pas quelqu'un qui veut, comme, s'apitoyer sur son sort puis tout ça. Fait avec cette attitude-là qui était la bonne, je pense, mais cette mauvaise compréhension-là, ce que je faisais, c'est je ne veux pas être comme ça parce que ça vient d'un traumatisme et il n'est pas question que quelqu'un ait une influence négative sur moi, donc je veux pas être comme ça. Donc, j'essayais d'enlever toutes mes particularités, une par une, en me disant, c'est pas vrai que quelqu'un va avoir cette influence-là sur ma vie. Mais en fait, j'étais née de même. Fait que quand j'ai compris que je suis née comme ça, peu importe c'est quoi le diagnostic, ben, j'ai pu arrêter de me taper sa tête à dire, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, pour faire comme je suis de même. Fait que là, ça a tout enlevé cette pression-là de pas vouloir vivre dans le passé, de pas vouloir m'apitoyer. Ça m'a enlevé cette pression-là. Ça a juste fait, c'est mon fonctionnement. Bon, maintenant, je peux apprendre à l'utiliser. Exact. Au lieu de se concentrer sur quelque chose qui, en grande majorité, on peut pas changer, contrôler, ben là, on peut déployer notre énergie pour améliorer notre quotidien, pour aller trouver des stratégies, des outils. Mais si on est toujours sur le focus de ça, je veux enlever ça, je veux pas être comme ça, il y a pas d'espace là pour être dans l'ici et maintenant puis mettre des choses en place. Quel conseil t'aimerais donner à des personnes justement qui sont en réflexion, qui se demandent, tu sais, j'y vas-tu pas? Parce qu'on s'entend qu'il y a quand même certaines peurs qui peuvent être associées, t'en as parlé tantôt d'ailleurs, tu sais, ça t'a amené quand même des craintes d'avoir toutes ces réponses-là. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire? La première chose, c'est une démarche que tu fais pour toi.
si t'es pas sûr de la réaction de certaines personnes, parle-en pas avant de faire ta démarche. Parce que on va probablement vouloir te freiner, te dire, mais pourquoi tu veux te donner une étiquette? On va vouloir te décourager. Puis, on va t'invalider beaucoup. L'autre chose, c'est que peut-être que tu es complètement à côté de ton diagnostic puis que tu vas avoir un autre diagnostic que tu vas avoir besoin d'accepter puis d'intégrer. Donc, si tu es allé dire à tout le monde que tu voulais tel diagnostic, que tu prépares les gens, qu'ils commencent à te croire puis qu'après tu changes puis tu vas vers un autre, ils te prendront plus au sérieux. Puis ça, c'est dommage, ça devrait pas être comme ça, mais l'humain fait comme ça, donc protège-toi, puis commence de ton côté avant. Après ça, prépare-toi comme il faut. Comment est-ce qu'on peut se préparer comme il faut? C'est en scannant toute notre vie au complet, par détail. Toutes les interactions, toutes les choses que tu vis, n'importe quel tes contextes, travail, école, tout seul chez nous, interaction avec mes amis, mes enfants, mon sensoriel, tout. Tu prends tous ces micro-sujets-là et tu te poses ces questions-là. Est-ce que je me sens différent d'une façon ou d'une autre dans ce contexte-là ou dans cette activité-là? Est-ce qu'on m'a fait des reproches en me nommant des choses que je ferais dans tous ces contextes-là? J'ai créé une énorme liste de scans de toute la vie sur le site de autisme123.com qui n'est pas des critères diagnostiques, mais qui est une espèce de révision complète de ton fonctionnement dans n'importe quoi. Après ça, tu penses à toutes les lettres que tu as pu recevoir, tous les diagnostics peut-être qui ont été posés des fois qui sont pas exactement encore le bon, mais que des fois, ils les prennent tout ensemble puis ils font, mais finalement, regarde, on va tout enlever ces diagnostics-là, mais on va t'en donner juste un, t'es autiste. Ça se peut. Mm-hmm. Après ça, on consulte les gens qu'on sent que ça va bien aller pour leur demander eux aussi d'aller remplir cette liste-là. Donc, demander aux gens autour de nous, est-ce que j'ai des réactions dans n'importe quoi là-dedans? Et on va être vraiment surpris, il faut être humble là-dedans, de toutes les affaires que les proches vont nous ramener qu'on se doutait pas qu'on faisait, là. Moi, mes amis ont contribué au diagnostic, j'ai les fait refaire récemment, puis on fait des vocaux en disant, non, elle dit qu'elle fait ça comme faux, là, mais à ta peu. Non. Elle fait ça pour le faire, c'est méga compliqué, puis elle pense qu'elle fait, mais oubliez ça, fait que j'ai pris ça en riant. Mais oui, mais c'est ça. Quand tu dis qu'il faut se préparer, ça, c'est un excellent exemple. Il faut se sentir quand même suffisamment solide pour recevoir tout ça, là. Et pourquoi? Tu sais, moi, je viens de passer au travers ce processus-là avec mon adolescente. Et effectivement, il y a beaucoup de questions. On va loin, on ratisse large. Alors, j'imagine qu'effectivement, avoir eu une idée un peu avant, j'aurais pu étaler ma réflexion. J'ai trouvé ça très intense comme processus rapide, condensé. Et en plus, j'avais pas à le faire pour moi-même, donc j'avais un certain détachement que la personne qui se fait diagnostiquer, elle n'a peut-être pas et ça ajoute beaucoup d'émotionnel. Je mentirais pas, il y en a quand même comme parents, mais je peux imaginer que c'est dupliqué largement quand on est la personne qui est scrutée à la loupe là, durant une évaluation. Je vais y aller avec un exemple. Moi, je trouve qu'en amitié, je suis pas rigide parce que je veux toujours que ça soit égal entre les personnes, puis c'est pas toujours moi qui ai raison, c'est pas toujours mes activités, c'est pas bon. Alors, moi, quand ça a ressorti, j'ai fait non, je fais vraiment ça à la perfection, je le sais que je le fais bien. Mon amie est arrivée et elle a dit, Val, tu veux tellement que ça soit égal que t'en es tellement rigide dans ton 50-50 à vouloir absolument que ça soit moitié un, moitié l'autre. Elle dit, finalement, t'es aussi rigide que si tu veux pas que ça soit juste. Ah, j'adore. Tu parlais tantôt de plusieurs diagnostics qui pouvaient sortir aussi. Bon, par exemple, ma fille, on parle de TDAH, d'autisme, de troubles anxieux généralisés. Et c'est vrai que quand on a commencé la démarche, nous, on pensait pas que TSA faisait partie même de... Non, on était plus dans l'idée d'une douance et c'est fou à quel point c'est fréquent, ça. Tu sais, c'est comme plus acceptable, on a plus l'impression que effectivement, on se fait une idée très précise de ce que ça pourrait être. On l'a très, très bien accueilli, mais ça nous a surpris. Donc, de garder, j'imagine, l'esprit ouvert sur, je sais pas, ça va être quoi l'issue de tout ça. Ça doit aider, j'imagine, une fois qu'on reçoit les résultats. En tout cas, moi, je pense que ça nous aurait aidé de peut-être pas avoir un tunnel puis d'avoir juste une idée très spécifique de ce qui allait sortir de l'évaluation. Qu'est-ce que t'en penses? On a beaucoup de choses dans le rapport à la fin quand on reçoit notre diagnostic.
puis il y en a qui feront pas notre affaire. Des fois, c'est difficile à accepter. Je pense que quand le diagnostic est reçu, il faut y aller au compte-gouttes pour savoir comment on le dit, à qui on le dit, puis il faut vraiment sécuriser notre façon de communiquer par rapport à ça. Les premières personnes à qui on va en parler vont être un peu des tests. Donc, on va y aller avec des personnes sécuritaires, quitte à ce que ce soit des personnes plus éloignées des fois ou des personnes vraiment plus proches. Ça dépend des contextes. On connaît notre environnement. D'habitude, on le sait à qui en parler en premier. Et c'est là qu'on va voir, est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on est capable de le communiquer adéquatement? Est-ce qu'on se fait dire qu'on n'est pas autiste? Qu'est-ce qu'on peut répondre dans ces cas-là? Et vraiment d'y aller doucement comme ça va nous permettre de développer un vocabulaire qui va être incontestable. Et quand on va avoir les bons mots et les bonnes choses, c'est beaucoup plus difficile d'aller dire non à quelqu'un qui a l'air de tellement savoir de quoi il parle. On n'a rien à aller défendre. On n'a pas à dire je suis autiste, tout ça. Comme c'est pas normal qu'on ait besoin de faire ça. Donc, à un moment donné, s'il y a des gens qui sont assez stupides pour faire fi d'un diagnostic médical, ben tant pis pour eux autres. Tu sais, c'est comme ah bon, j'en ai des fois sur les réseaux sociaux qui me font t'es pas autiste, t'es TDAH. Ils m'ont vérifié et ils ont jamais vu quelqu'un d'aussi peu TDAH de toute leur vie. Ils ont dit t'es à 0%. Hey, ça me gosse. Juste en parle, j'ai des frissons, là. Ça me gosse, le monde qui se permette de faire ça. En plus, sur les réseaux sociaux où, genre, t'as même pas accès à, genre, à ma vie, là, tu sais. Puis là, toi, tu te permets de décider c'est quoi mon diagnostic. Je suis comme, OK, sérieusement. Mais oui, je pense que la seule façon de le savoir, puis même là, t'as dit, tu t'es refait évaluer parce que ça peut évoluer. Les informations qu'on va chercher au bout du diagnostic, tu sais, c'est un portrait de la situation maintenant, mais la situation peut évoluer. Donc, on s'entend qu'une personne extérieure comme ça, qui a pas le 3/4 des informations, et je serai jamais en mesure de le savoir. C'est tellement complexe, il y a tellement de croisements entre aussi les réalités. Tu sais, nous, ce que le TDAH influence de l'autisme, qui influence du trouble anxieux, qui influence, fait que départager tout ça, même là, on n'a pas toutes les réponses encore aujourd'hui. Est-ce que c'est nécessaire de toutes les avoir, selon toi? Je pense que c'est du cas par cas, est-ce qu'on a besoin de tout avoir ou pas. Moi, je voulais le plus de détails possible parce que j'ai vu ça à un moment donné comme un jeu presque. J'aimais beaucoup les MMORPG dans les jeux vidéo avant. Avant d'avoir mon diagnostic, je jouais énormément et j'aimais beaucoup essayer de comprendre toutes les petites particularités du personnage pour aller mettre les bonnes armures puis les bons pouvoirs aux bonnes places pour faire les bons combos qui sont le plus efficaces. Mais c'est la même affaire. C'est juste que là, je peux le faire avec moi comme humaine. Wouhou! Puis j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo à cause des réseaux sociaux. Donc, il a fallu faire des choix de ce côté-là. J'ai fait refaire le diagnostic récemment parce que suite au premier diagnostic puis à sa confirmation par un deuxième psychiatre, j'ai mis tellement d'outils en place que je voulais voir comment ça avait évolué. Puis aussi, je me suis rendu compte que j'avais encore plus un meilleur regard sur qu'est-ce que je suis capable puis pas finalement avec tous ces outils-là. Puis la liberté de l'essayer aussi. Puis, je pensais vraiment m'être améliorée sur certaines choses. Et en plus, les critères avaient changé. Et moi, j'ai un travail de vulgarisation sur les réseaux sociaux par rapport à l'autisme. Donc, je me suis dit, je vais le faire mettre à jour avec les nouveaux termes. Et il m'avait mis léger à modéré, comme il m'avait mis entre les deux la première fois pour l'autisme. Puis là, maintenant, c'est tout séparé. Donc, oui, effectivement, il y a du léger. Communication, interaction sociale, ils m'ont mis 1. Sauf que j'ai eu 3 partout ailleurs. Là, j'étais là, mais voyons donc, niveau 3. Oui. Puis je m'en rendais pas compte à quel point écoute, c'est un Jenga en équilibre sur un fil que je tiens de même, mais comme ça n'a pas de bon sens, là. Ce que ça vient démontrer, c'est tout le travail que tu as fait, justement, tous les outils que tu as mis en place, qui te donnent peut-être l'impression, là, justement, que il y a eu amélioration. Il y en a eu, effectivement, mais pas forcément sur l'état interne, tu sais. Mais ça montre que tu as fait une sacrée bonne job, par exemple. C'est sûr que j'ai fait du gros travail, mais je trouve qu'il y a une couple d'affaires que j'ai été vraiment chanceuse. J'ai des capacités, à titre d'exemple, des talents qui font que du travail à l'ordinateur, pour moi, c'est plus facile. Si mes talents avaient été dans un travail qu'il faut être parmi plein de gens, ben j'aurais pas pu autant développer ça. Tandis que là, en ayant des talents plus niveau ordi, ben ça fait que je peux être toute seule toute la journée, être en silence, avoir mon bureau, travailler à mon rythme, mettre les outils comme je veux, placer tout mon environnement comme ça me plaît. Parce que j'ai eu la chance que mes talents soient dans des places comme celle-là. Donc, il y a eu une couple d'affaires comme ça qui m'ont vraiment beaucoup aidée.
Ben, parlant de talent derrière l'ordinateur, mais aussi de ton amour pour la prise de parole, on l'entend, ça se sent, ton enthousiasme à communiquer. Tu as été nominée cette année au Gala Influence Création. Pour les gens qui savent pas de quoi il s'agit, c'est un gala qui vient vraiment récompenser des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui partagent un message dans différentes catégories. C'est une très belle reconnaissance, je trouve, pour l'excellent travail d'éducation, de vulgarisation que tu fais, ton humour aussi, que j'adore, via ton compte Bleuet Atypique. Là, avant de continuer ma question, faut que je sache, est-ce que tu viens du lac, du Saguenay? C'est une référence à ça, Bleuet, ou juste à la couleur de tes cheveux? Je me questionnais. Je vis au Saguenay. Ah, voilà! J'aime énormément les petits fruits. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le bleu. Mais la teinture que je mets dans mes cheveux, c'est plus un bleu mauve parce que sinon ça tient pas. Puis après ça, il peut tourner un petit peu vers du bleu. Et je voulais un nom qui ait pas de risque en général parce que les diagnostics, on sait jamais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer. Peut-être que dans 5 ans, que dans 10 ans, ça va porter des nouveaux termes. Et là, ça me tentait pas de devoir changer mon compte de nom plein de fois. Alors, en appelant ça Bleuet Atypique, je trouvais que ça me représentait bien. C'était moi. C'était amusant. Puis tu sais, un bleuet, c'est comme une petite affaire là, fun, tu sais, qui donne un plaisir là. C'est pas comme un gros truc. Je m'appelle pas Tank Atypique, là. Je suis plus douce. Je trouvais que ça me représentait bien, moi, là, les framboises, là, les bleuets. Mais je peux pas m'appeler framboise, tu sais. Je trouve ça le fun, le bleuet, parce que oui, ça peut être sûr, ça peut être sucré, ça dépend, tu le prends où, tu le prends quand, ça dépend d'où il vient aussi. Donc, je trouve que c'est une belle référence. Mais je suis curieuse, qu'est-ce qui t'a amené à la création de contenu? J'ai pas fait exprès. OK, ben dis-moi en plus. Ce qui s'est passé au départ, c'est que dans la période où est-ce que j'ai eu mon diagnostic, tout ça, il a fallu que je ressorte des choses de mon passé. Donc, j'ai fouillé et j'ai réalisé que j'écrivais avant et que j'écrivais bien. Et là, j'ai montré ça à une fille et j'avais rendez-vous chez le dentiste. Et elle m'a dit, tu devrais écrire ce qui t'arrive quand tu vas chez le dentiste, tu vas te sentir mieux. Parce que je mettais tout le temps 2 semaines à m'en remettre de mon rendez-vous, tellement ça m'angoissait, tellement ça me faisait du mal, tellement c'était horrible. Et là, suite à l'expérience de cette écriture-là, dont le titre était « Comment traverser un ouragan la tête dans une casserole », j'ai réalisé que j'étais capable d'écrire sur des choses qui étaient peut-être plus négatives, mais que c'était bon et que c'était drôle et que ça me faisait un bien fou. Donc, au départ, je me suis mis à écrire. Et là, ça me prenait une photo, mais j'ai fait une photo de dos. Il n'était pas question que les gens sachent que je suis autiste. Mais voyons donc. Les gens me disaient, ça se dit pas ces affaires-là. Moi, je les écoutais. Alors, caché de dos, et moi, je m'appelle Valérie Jessica Laporte sur mes cartes d'identité. Mais tout le monde m'appelait Valérie. Personne ne savait que je m'appelais Valérie Jessica, à part quand j'étais chez le médecin puis qu'il m'appelait par mon nom complet ou par l'autre nom. Et j'aime pas mentir. Donc, j'ai appelé mes affaires Jessica Laporte. C'est mon nom. Donc, c'est 2 personnes séparées. Mais là, à un moment donné, il a fallu attacher les 2 ensemble parce que là, on a commencé à me demander de faire des conférences puis tout ça. Donc, la photo, tranquillement, elle a pivoté jusqu'à se présenter de face. Et là, il y a des gens qui ont dit, on aimerait ça que tu nous répondes en vidéo sur des choses. Mais voyons. Je l'ai fait un petit peu, mais j'étais pas trop sûre. Et là, pendant la pandémie, moi, 2 fois par année, je fais des formations pour m'améliorer dans soit des nouvelles technologies, soit des concepts en général ou des logiciels, peu importe. Et là, j'avais une formation sur les réseaux sociaux parce que dans mon travail, je veux bien rester à jour. Je travaille dans le domaine de la publicité. La fille, elle me voit en Zoom, puis elle me dit, toi, là, faut être sur TikTok. Fait, voyons donc, TikTok, c'est quoi ça? Puis je sais pas danser, puis non. J'étais pour les enfants. Puis elle dit, non, t'as pas compris c'est quoi TikTok? Elle dit, je te dis, elle dit, t'es parfaite pour ce réseau-là, il faut tu t'en occupes, tu y vas. Et c'était pendant les vacances de Noël. Donc, j'ai pris une journée pour analyser la chose. J'ai fait mon plan, j'ai décollé ça. Bang, ça a parti. Foum! C'était tout le temps un peu comme quelqu'un qui m'amenait vers une autre affaire, qui me demandait une autre affaire. Donc, c'est à force que les gens me demandent des choses que je les fais. Si un jour j'ai quelqu'un qui arrive et qui m'accuse de vouloir, je sais pas quoi, là, mais je vais faire, oui, mais parce que tout le monde me l'a demandé. C'est pas de ma faute. Pas de ma faute. Mais ce que j'aime, c'est que justement, c'est sans doute ce qui t'a permis d'être outé, le fait que ça a été au compte-goutte, un petit morceau à la fois, parce que sans doute, t'aurais pas pu te lever un matin puis te dire, là, je fais une vidéo, je la mets sur YouTube, je deviens public. Ça aurait pas été viable, là, pour toi. Donc,
Ça s'est fait graduellement, mais je trouve tellement que, si tu veux mon avis, t'es vraiment dans ta zone de génie. T'as une façon extraordinaire de transmettre l'information qui dédramatise aussi avec une touche d'humour, mais toujours de sérieux aussi, puis de solidité dans ce que tu partages. Donc, t'es exactement à la bonne place, si tu veux mon avis. Je suis sûrement pas la seule personne à te le dire. Et le prix que t'as gagné le démontre aussi parce que t'as un impact. T'as un impact super positif sur la communauté. Je suis curieuse de savoir quand même, là, même si on voit que ça va bien pour toi à ce niveau-là, est-ce que ça comporte encore certains défis de créer du contenu, d'être public comme ça? Être public, ça m'emmène pas trop de défis actuellement. Et j'ai eu une bonne stratégie que finalement ça a fonctionné. Je savais qu'il y aurait certaines personnes qui auraient des réticences. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je leur en ai juste pas parlé. Mais je savais qu'ils allaient en entendre parler de partout autour. Donc, j'ai attendu que tout le monde soit comme en train d'encenser ce que je fais et que je sois dans les journaux et tout ça pour que, malgré leur espèce de malaise qu'eux autres, ils pouvaient avoir, ils me tannent pas avec ça. Donc, je me suis organisée. Moi, j'aime pas la confrontation. Oh, j'aime pas. J'ai passé des tests de personnalité récemment, juste comme pour voir si j'avais comme des gros défauts dans ma personnalité ou peu importe, pour essayer d'améliorer des choses ou essayer de mieux me comprendre. Puis, il y avait un gros truc qui ressortait. Il appelait ça évitement. J'ai fait tellement vrai. T'as choisi TikTok, là. On t'a dit, va sur TikTok. Moi, personnellement, de ce que j'observe, mon expérience, c'est que les gens sont pas toujours super gentils sur TikTok dans les commentaires, notamment. Comment tu vis ça, là? Est-ce que t'en as des commentaires comme ça, toi? Ben, honnêtement, là, je sais pas comment régler ça, mais j'ai pas assez de commentaires méchants. Et là, faudrait vraiment que quelqu'un s'en occupe, s'il vous plaît. Parce que je songe presque à me créer un compte en parallèle pour m'envoyer des insultes. Sinon, tu sais, c'est comme, comment tu veux, j'ai de la crédibilité? Je m'attendais à tellement pire. Puis ça me donne tellement des bonnes idées de contenu. C'est sûr, je vais prendre ça en riant, puis je vais revenir. Ou quand c'est trop horrible, je vais pouvoir réagir. Puis ce qui est merveilleux, c'est que ça fait ressortir des fois de façon beaucoup plus raide puis claire des choses qu'on va avoir faites plus par en dessous dans ma vraie vie. C'est comme exposer de façon brutale des choses qu'on me fait de façon subtile. Alors, ça me permet d'aller nommer en me préparant des réponses qui me plaisent, qui sont parfaites, qui font mon affaire, et après ça, d'être beaucoup plus prête dans la vraie vie pour quand c'est plus subtil, pour aller comme laisser des gouttes de ces réponses-là aux personnes concernées. Pour vrai, je trouve ça merveilleux quand il y en a un petit peu du hate. Il y a eu quelques fois que j'ai trouvé ça plus difficile, c'est quand on m'a accusé de choses ou de pensées, d'intention. Ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Moi, si tu vas me traiter de toutes les insultes, tout ça, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça vraiment drôle. Mais si tu remets en doute mon intégrité, ça me rentre dedans parce que on va toucher vraiment comme à mes 6 valeurs de base. Il y a pas intégrité dedans, là, mais il y a authenticité. Donc, si tu vas toucher à ma valeur authenticité, ça me fait mal. Ça, j'en veux pas plus, là. Non, OK, le message est passé, tout le monde. Si vous voulez envoyer du hate, pas là-dessus, OK? Vous pouvez, des insultes, c'est correct. Je trouve ça quand même très drôle que tu dises ça parce que moi, mon rêve, c'est qu'on n'aurait pas besoin de ça. Dans un monde idéal, je comprends que oui, effectivement, ça nous aide aussi peut-être à des fois adresser certains sujets. Ça nous donne des outils même. Ça nous donne aussi des idées de création de contenu qui sont intéressantes. Sauf que j'aimerais ça qu'on soit capable de se dire que c'est normal de pas en recevoir et que ce soit sain et sécuritaire les réseaux sociaux, ce qui est pas toujours le cas. Et je suis contente de savoir que c'est ton cas quand même, que t'en as pas beaucoup. Je trouve ça très rassurant même et ça peut donner envie à des gens qui osent pas aller s'exprimer, de le faire, de savoir qu'on peut le faire sans forcément alors recevoir des insultes à tour de bras à longueur de journée. C'est rassurant. Fait que ça pourrait donner envie à des gens peut-être d'oser parler un peu plus de leur expérience. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à mieux comprendre. En tant que personne neurotypique, je pense que c'est important d'avoir accès à cette diversité-là, à comprendre la réalité des gens autour de nous. Puis justement, j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on peut être de meilleurs alliés, individuellement d'abord, mais aussi comme société, pour qu'il y ait plus d'inclusion puis de sensibilité à la neurodiversité. Ce serait pas juste pour la neurodiversité, mais je pense que si vraiment on veut être des bons alliés dans
tous les domaines, je pense, ça serait déjà de croire les gens. Les cerveaux sont différents. Les cerveaux n'envoient pas les mêmes messages. La réalité va vraiment différer d'une personne à l'autre. Qu'on parle juste des exemples comme des illusions d'optique ou des choses comme ça qui vont nous montrer de façon concrète à quel point un gris peut avoir l'air blanc, un gris peut avoir l'air noir, un gris peut être gris. Une fois qu'on l'isole selon où est-ce qu'il est placé, c'est scientifique, c'est la réalité. Donc, de cesser, parce que la réalité est différente, d'invalider la réalité de l'autre. C'est super important. Si on ne comprend pas, posons des questions, demandons des précisions. Après ça, dédramatiser. Arrêtez de faire que tout soit si grave alors que ce l'est pas. Se poser la question, est-ce que ça nuit fondamentalement au développement de la personne? Est-ce que c'est dangereux pour la personne ou pour l'entourage? Est-ce que ça m'enlève quelque chose dans ma vie que la personne fasse ça? Non. Alors, pourquoi est-ce que ça me dérange autant? OK? Ça, là, juste ça, là, ça va faire une énorme différence. Nous donner le temps de se revirer de bord. On a besoin souvent d'un temps de réflexion supplémentaire. On a besoin d'une période tampon juste pour intégrer l'information qu'on vient de recevoir, pour changer de contexte ou vivre un imprévu. Ma fille, elle est autiste et elle a un gros TDAH. Et une des phrases que je lui dis le plus souvent, et là moins parce qu'elle commence à le comprendre, c'est « Prends ton temps, ça va aller plus vite. » Parce que cette période-là où est-ce qu'elle va se préparer, bien, après ça, elle va mieux le faire. Si, mettons, tu penses aux gens qui font des parcours, là, où est-ce qu'ils courent puis ils sautent à des places puis tout ça, ben, s'ils ont bien visualisé quelles actions ils doivent entreprendre avant, ils vont être bien plus rapides à le faire. Quand je vois les humains que je connais sans entreprendre des constructions ou des réparations ou des choses comme ça, disons, quelque part dans la maison, et ne pas se préparer, et que là, tout tombe partout, et que là, il y en a un qui se blesse, et que là, l'affaire est cassée, et que là, c'est la panique, et vient venir ça, puis tombe ça, puis là, tout le monde, c'est comme la débandade. Puis je me dis, mais pourquoi vous n'avez pas réfléchi 2 secondes à comment vous allez vous placer avant, puis quels outils vous alliez mettre en place pour que ça se passe bien? Oh, mais c'est trop long! Ceci est un message d'intérêt général, tout le monde, hein? Ceci est un message d'intérêt général. C'est tellement important ce que tu es en train de nous partager parce que ça s'adresse à tout. Hein? Prenons notre temps, ça va aller plus vite. S'il vous plaît, on peut se rentrer ça dans le cerveau comme humain parce que c'est pas ce qui est prôné dans la majorité des milieux de travail, dans la façon qu'on a de fonctionner, alors que la science, elle nous le prouve continuellement que c'est la meilleure chose à faire. Fait que merci encore là, tu nous envoies des pépites incroyables aujourd'hui. Ça s'adresse à tout le monde, ce message. Prenons notre temps, ça va tellement aller plus vite. Wow! Sérieux. Merci pour ça encore. En dernier, je dirais se fier à l'intention. Quand il arrive quelque chose qui est blessant, confrontant, peu importe, prendre le temps de vérifier c'était quoi l'intention puis qu'est-ce que la personne voulait vraiment dire. J'ai insulté des gens en pensant faire des compliments. J'ai insulté des gens profondément en utilisant quelque chose qui fonctionne super bien et qui est apprécié de plein d'autres personnes parce que j'ai mal compris certaines subtilités. Donc, si on se fie à mon intention, on va comme vraiment dédramatiser beaucoup. Encore une fois, ceci est un conseil d'intérêt général hein, dans la communication. Ça vient démontrer à quel point tout le monde a raison, tout le monde a tort. C'est juste une question de perception. C'est fou à quel point on a de la difficulté à accepter le fait que la réalité de l'autre peut être aussi vraie que la nôtre et d'arrêter de vouloir convaincre l'autre d'adhérer à notre vision, notre réalité. Si on allait plus vers ça, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits de façon générale. J'ai envie de te poser une dernière question pour conclure, mais qu'est-ce que tu aurais envie de laisser comme message à une personne qui, peu importe sa différence, a de la difficulté à l'embrasser, à l'accepter? Quand on a une différence, peu importe c'est laquelle, on a mis énormément d'énergie et tout notre entourage, pour des bonnes raisons, on met aussi beaucoup d'énergie à vouloir gommer et nous donner les outils pour pallier à toutes nos difficultés. Donc, on a énormément misé sur ces difficultés-là et le rattrapage que ça demande pour fonctionner. Et souvent, ce que la personne faisait de base correctement, on a juste oublié de s'en occuper parce qu'elle fait. C'est bien, mais c'est peut-être là que se trouvait la force. Donc, je pense qu'on est obligé, c'est essentiel de garder un pourcentage d'effort à mettre sur notre force qui fonctionne déjà, parce que c'est peut-être elle qui va exploser vers un talent spécial, vers une passion spéciale, vers peut-être un métier, voire peut-être vers de nouvelles compétences. Donc, on doit garder aussi une partie de notre budget énergie pour le mettre
la mettre sur notre force qui est déjà fonctionnelle. Ah, mon Dieu, je pense que je vais t'inviter à tous mes épisodes de podcast parce qu'à chaque fois que tu parles, je bois tes paroles. Merci pour cette conclusion que je trouve tellement importante, justement, de se rappeler qu'on a tous des forces, des talents et que c'est beaucoup moins énergivore aussi de faire croître ça que de toujours se battre à essayer d'être ce qu'on n'est pas, puis à toujours corriger, puis être différente. Donc, de retenir ça, je pense que c'est une conclusion parfaite à cet épisode. Merci d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui, de venir livrer ce message-là que je trouve tellement important. Si à toi qui nous écoutes, là, tu as envie de poser une question, laisser un commentaire à Valérie, Jessica, est-ce que tu dis toujours tes 2 prénoms ou je me suis posé la question, j'aurais dû le valider avec toi? Quand je me présente, en conclusion, c'est parfait. J'aime ça le mettre au long. En plus, c'est super en tant qu'artiste d'avoir un nom qui est super long parce qu'il est plus bizarre. Puis si je suis cherchée sur les réseaux, ça va être facile de me trouver. Mais sinon, après ça, les gens ils disent Val ou Valérie ou tout ça. Merci. Bon, j'aurais dû le clarifier dès le début, ça aurait été plus simple. Donc, Valérie, merci d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Si jamais tu as une question pour Valérie, tu peux me l'envoyer sur les réseaux sociaux ou même lui écrire directement. Tous ces liens vont être mis en dessous de l'épisode pour que tu puisses justement aller poursuivre la discussion, la découvrir, partager son message amplement. Et n'hésite pas, si tu as envie de partager et laisser un commentaire sur Spotify. Il y a des petites questions qui vont être posées, ça me fera énormément plaisir de discuter avec toi. Alors, je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée. Prenez soin de vous, puis ciao, bye là! Salut! Je voulais te dire un gros merci de t'être rendu jusqu'ici. Tu t'attends peut-être à ce que je te demande de repartager l'épisode ou de me donner 5 étoiles, mais tu sais quoi? J'ai confiance que tu sais, mieux que moi, comment t'as envie de joindre le combat ou pas. Si t'as des questions, des commentaires ou si le contenu t'a fait réagir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec toi. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux, Annie au jour le jour, pour alléger ta vie un petit pas imparfait à la fois. Puis je te promets qu'ensemble, on va se donner le droit d'être foutrement vrai.